Est-ce que vous m'entendez? Ah, super. Ah, désolé, c'est moi qui avais un petit souci de paramétrage. C'est bon. Et vous me voyez également? Vous voyez le support? Parfait. Très bien. Super, super. Hop. Allez, nickel. Donc, je vous propose, comme on fait d'habitude, je vous laisse répondre à ce petit questionnaire pour savoir un peu qui vous êtes, dans quel poste vous occupez, peut-être si vous avez déjà participé à un webinaire et vos attentes. Comme ça, juste, on se situe très rapidement. Ça va être vraiment l'affaire de 15 secondes et après, on va pouvoir démarrer. Je vous partage ensuite les résultats. Dans le chat aussi, vous pouvez me dire voilà, si vous êtes dans quel secteur d'activité vous travaillez, notamment, ça va être intéressant sur le sujet des incivilités. N'hésitez pas à nous donner un peu plus d'éléments dans le chat. Moi, je suis toujours preneur. Donc, Christelle, éducatrice spécialisée. OK. Amélie, référente handicap. Amandine, responsable d'équipe. Amel, office manager. OK. N'hésitez pas à me donner le secteur d'activité aussi. Audrey, infirmière dans Lyon Industrie. Ouais. Cécile, transport de voyageurs. OK. Clara, secteur de la lingerie. OK. Annie, transport, ouais. Bonjour Annie, transport de voyageurs, je connais bien. Social et médico-social, du conseil RH, prévention des risques, OK. Formation, OK, ça marche. Transport. Ah, il y a pas mal de secteurs du transport. Billetterie, ah, c'est intéressant, Amandine. Bon, on pourra parler un peu des cas d'incivilité que vous avez. Avec plaisir. Je vous partage les résultats. Guillaume, responsable formation, transport aussi. OK. Et Anaïs, courtage en assurance. Ça marche. Donc, en gros, qui est-ce qui est présent aujourd'hui? On a un peu de RH, un peu de responsable formation. On a une personne HSE, on a des professionnels de santé et après, on a d'autres profils. Est-ce que vous avez déjà participé à un webinaire Goldmap? Non, c'est la première fois pour 11 répondants sur 21. Donc, c'est cool. On a des nouveaux, donc j'espère que ça vous sera le plus utile possible. Le principe des webinaires, c'est un webinaire par mois sur des sujets de santé, de sécurité, de qualité de vie au travail. Et vous allez voir, c'est essayer de vous donner un maximum d'informations pratiques, très opérationnelles pour que vous puissiez gérer ces sujets ensuite en interne. Donc, vos attentes, justement, c'est de trouver des idées pour prévenir les conflits. Donc, ça tombe bien. C'est vraiment l'objet de ce webinaire. Donc, on va en parler tout de suite. Je vous remets la petite présentation. Est-ce que vous pouvez juste me dire si c'est OK? Vous l'avez bien? Parfait. Allez, super. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Goldmap, je vais me présenter rapidement. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de la thématique incivilité, agressivité des clients et usagers. On va voir comment on peut prévenir les violences et protéger ses équipes surtout. Goldmap, moi, je suis le cofondateur de la société. C'est un organisme de formation qui a été créé en 2016, qui travaille sur tout le volet de la prévention santé, de la qualité de vie au travail. Donc, on couvre beaucoup de thématiques différentes, les TMS, les risques psychosociaux, tous les sujets de santé mentale, la sécurité au travail, etc. Et dans les sujets de risques psychosociaux, il y a évidemment les violences externes et donc le sujet des incivilités, de l'agressivité client-usager qui revient beaucoup dans pas mal de secteurs, dans le secteur administration publique énormément, dans tous les métiers où il y a de l'application du contrôle de la loi, dans tous les métiers où il y a des règles à faire respecter également, notamment le transport. Et c'est pour ça que vous êtes nombreux dans ce secteur, dans le chat. On propose énormément de formats d'intervention, on fait de la formation, on fait des formats plus courts, on fait du coaching individuel, etc. On peut former des salariés, on peut former des managers, des instances de direction et on intervient partout en France. C'est la force du réseau de Goldmap, c'est des formateurs un petit peu partout en France qui sont sélectionnés par notre équipe et qui vont animer des interventions pour vos collaborateurs. C'est près d'1 million de salariés touchés depuis 2017, Goldmap, et 15 000 actions de formation organisées partout en France depuis 2017. Voilà pour la présentation. Les thématiques qu'on vous propose, elles sont ici. Calm, safe, fit, sharp, well, kind. En gros, c'est tout le spectre des risques professionnels. On peut vous accompagner sur l'ensemble de ces sujets. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le sujet calme avec la prévention des risques psychosociaux. Vous savez que les RPS, c'est
le stress, les violences internes et les violences externes. Et donc, on va s'intéresser aux violences externes qui génèrent énormément de stress, qui peuvent générer des conflits, donc des violences internes. On est dans un cercle vicieux dont c'est difficile de se dépatouiller. Et donc, notre mission, nous, chez Goldmap, c'est vraiment de vous aider à prendre soin de la santé de vos équipes et donc d'être votre partenaire santé, sécurité et qualité de vie au travail. La série Mieux vaut prévenir, c'est un webinaire par mois. On a traité pas mal de sujets cette année, le plan de formation, l'absentéisme, les formations obligatoires. On a traité des TMS, on a donné des conseils pour une semaine QVT réussie, etc. Et donc, le prochain webinaire, ça sera sur le sujet du travail de nuit. Donc, peut-être que certains d'entre vous sont concernés. Vous savez qu'il y a 4 millions de Français qui travaillent sur des horaires atypiques. On les oublie un petit peu. Et on sait que ce travail de nuit, il a un impact très fort sur la qualité de vie, sur la vigilance, sur la sécurité aussi. Donc, comment est-ce qu'on vient chouchouter un peu ces salariés qui travaillent de nuit pour déjà leur donner des conseils pour leur qualité de vie et leur hygiène de vie, mais aussi pour faire en sorte de prévenir les risques professionnels sur ces métiers qui sont fortement à risque. Donc ça, vous pouvez le noter dans votre agenda, ça sera un mardi 7 juillet, le webinaire sur le travail de nuit. Quelques webinaires qu'on a animés, la santé mentale, le plan de formation, les formations obligatoires. Je vous disais, l'idée, c'est vraiment de vous donner chaque mois des billes très opérationnelles, des conseils très concrets pour que ça soit le plus utile pour vous. Ce n'est pas une présentation de Goldmap, c'est vraiment des webinaires qui doivent vous être utiles dans votre quotidien, RH, HSE, etc. Est-ce que ça vous va jusqu'ici pour la présentation ? N'hésitez pas à me dire dans le chat si c'est toujours OK, si vous m'entendez toujours bien. Et on va pouvoir démarrer avec un petit quiz. Moi, j'aime bien faire un petit quiz au début pour vous mettre en mouvement, vous faire participer, même si on est à distance. Je me suis noté cette citation qu'on adore chez Goldmap, citation de Sénèque, qui fait toujours des très bons mots, Sénèque. Donc, penseur romain qui nous disait que le plus grand mal que l'on puisse faire aux autres, c'est de leur rendre la colère qu'ils vous ont témoignée. C'est pile poil le sujet des incivilités. Vous allez voir, on va en parler un petit peu. Alors, on va faire le point sur vos connaissances. Donc, on a 5 questions, je crois, dans ce quiz sur les incivilités. Donc, je vais vous passer un petit quiz. Hop. Comme ça, vous avez… Allez, on va vous donner une petite minute, peut-être 1 minute 30 pour répondre à ces questions. Vous pouvez me dire à chaque fois si c'est vrai ou faux. Donc, la première question, pour être qualifié de violence externe, l'incivilité doit avoir lieu sur le lieu de travail du salarié. Un cambriolage peut être considéré comme une forme de violence externe en milieu professionnel. Vrai ou faux? Ensuite, quand la situation devient ingérable et que le client est menaçant, qu'est-ce qu'il faut faire? Tenter de calmer la situation coûte que coûte, répliquer pour défendre son intégrité professionnelle, mettre fin à l'échange en expliquant poliment que la conversation ne peut pas continuer dans ces conditions. Question 4. Est-ce qu'une situation de violence externe peut être reconnue comme accident du travail? Et question 5. Dans quel document réglementaire l'employeur doit consigner et actualiser les résultats de son évaluation des risques, y compris donc ceux qui sont liés aux violences externes? Je vous laisse encore 30 secondes. Je vois que vous êtes déjà assez nombreux à avoir répondu. C'est ce genre de quiz qu'on fait passer quand on anime des ateliers, des formations, etc. Donc, je vous dis, c'est ce qu'on appelle les quiz de positionnement. Ça permet aux salariés de vérifier un peu leurs connaissances. Ça permet d'échanger un petit peu. Et c'est souvent un icebreaker intéressant en début de formation. Et je laisse encore 15 petites secondes et on va partager les résultats. Et voilà. Donc, je vous partage les résultats. Qu'est-ce que vous nous avez dit? Pour être qualifié de violence externe, il y a 2 personnes qui nous ont dit que l'incivilité doit avoir lieu sur le lieu de travail du salarié exclusivement. On va regarder les résultats tout à l'heure. Le cambriolage, c'est vrai pour la majorité des répondants que ça peut être considéré comme une forme de violence externe. La situation, quand elle devient ingérable, a priori, vous avez plutôt répondu qu'il faut mettre fin à l'échange en expliquant poliment que la conversation ne peut pas continuer, etc. Une situation de violence externe, c'est pour la majorité d'entre vous, ça peut être reconnu comme accident du travail.
Et pour les documents, pour la majorité, c'est le DUERP, le fameux document unique d'évaluation des risques professionnels. Et pour d'autres, vous nous avez parlé de la fiche de données de sécurité et le registre mensuel des incidents de santé. Hop, je vous repartage le document et on va voir les résultats ensemble. Donc, la première question, assez facile pour être qualifié de violence externe. Évidemment, l'incivilité, elle peut avoir lieu sur le lieu de travail pour la grande majorité des cas, mais elle peut avoir lieu sur tout autre lieu dans lequel le salarié est amené à se rendre pour des motifs professionnels. Si vous êtes commercial, que vous faites du déplacement, si vous êtes en dehors de votre lieu de travail, mais sur une mission qui vous incombe, et que vous avez subissé des agressions par des individus extérieurs à l'entreprise, comme des clients, des usagers et des patients, ça, c'est la définition des violences externes. Donc, ça peut être sur le lieu de travail, évidemment, mais il faut imaginer, vous, en tant que RH et HSE, que ça peut aussi se produire dans tous les lieux d'exécution de la mission. Un cambriolage, est-ce que ça peut être considéré comme une forme de violence externe? Oui, évidemment. Parmi les violences externes, on distingue les violences qui sont criminelles. Donc, c'est souvent des faits de prédation, c'est du vol, du racket, des homicides, des cambriolages. C'est la version la plus dure, en gros, des violences externes. Et puis, donc ça va toucher un nombre de professions bien définies, a priori. Des professions qui sont déjà... qui ont potentiellement de l'argent à proximité, par exemple. Et ensuite, on a les violences du public envers les salariés. Ça, c'est surtout de ce sujet dont on va parler. Donc, c'est ce qui vous concerne a priori, les incivilités, les menaces, les agressions verbales ou physiques. Troisième question, quand la situation elle devient ingérable, le mieux et ce qui est recommandé par l'INRS, c'est de mettre fin à l'échange en expliquant poliment que la conversation ne peut pas continuer dans ces conditions. Les autres solutions ne sont pas recommandées parce qu'il faut savoir fixer des limites fermes et en même temps préserver sa sécurité physique et psychologique. Répliquer pour défendre son intégrité professionnelle, c'est probablement la pire des solutions puisqu'on risque d'envenimer la situation et de transformer peut-être une incivilité ou une agression verbale en agression physique. Et évidemment, il faut éviter ça à tout prix pour vos collaborateurs. Une situation de violence externe, elle peut être reconnue comme accident du travail, puisqu'un accident du travail, c'est un événement qui survient à l'occasion de l'activité professionnelle et qui entretient un dommage physique et ou mental. Typiquement, une situation de violence externe qui se produit pendant l'activité professionnelle et qui peut conduire à un dommage, on est dans le cas d'un accident du travail. Les dommages, ils peuvent être physiques ou mentaux, d'ailleurs. Si je sors d'une journée où j'ai été agressé par un client, par un usager, peut-être que j'ai aucun problème physique et qu'il n'y a pas de conséquences physiques, mais qu'au niveau mental, en matière de confiance en soi, d'estime de soi et de plein d'autres sujets qui impactent les risques psychosociaux, on a un dommage qui est très fort. Cinquième question, c'était le DUERP dans le document unique, donc contrairement à l'article 41.21.1 du Code du travail. Donc ça, vous connaissez, je pense, le document unique d'évaluation des risques puisqu'il est obligatoire pour toutes les personnes à partir de je crois, un collaborateur dans l'entreprise et il doit être régulièrement mis à jour par les équipes. Est-ce que ça vous va pour ce quiz? Bon, vous avez eu pour la plupart juste dans toutes les questions, donc ce n'était pas trop difficile. Dites-moi si on peut démarrer, si c'est OK pour vous. Super. Merci Amélie, merci Abdoulaye, merci Amandine. Allez, je démarre. Donc, en gros, le principe, le sommaire, c'est on va parler un peu des violences externes. Alors, moi, je ne suis pas le grand spécialiste de ces sujets puisque nous, on surtout essentiellement, on vend en fait ces formations. Elles sont animées ensuite par nos formateurs, notamment qui sont psychologues du travail, etc. Parfois ergonomes aussi sur ces sujets de RPS. Mais c'est important quand même de définir les éléments. On va voir que ces violences externes, elles ont des conséquences individuelles et collectives qui sont très importantes. Et donc, que c'est important en tant qu'employeur de prendre en main ce sujet. Et donc, concrètement, c'est le point 4 et 5 qui va vous intéresser. Parce que dans le point 4, on va voir comment on peut prévenir des incivilités clients-usagers. Et on va voir comment on peut ensuite réagir face aux incivilités.
Donc, la petite définition sur les risques psychosociaux. Ça, c'est juste pour prendre un peu de recul, pour dézoomer. Les violences externes, elles font partie des risques psychosociaux. Et les risques psychosociaux, c'est le stress, les violences internes et les violences externes. Donc, c'est des situations de travail où sont présents, combinés ou non, ce stress, ces violences internes et ces violences externes. Évidemment, tout ça peut être combiné. C'est très interdépendant. Si vous avez des violences externes, ça peut générer du stress et ça peut générer des violences internes. Les violences internes, les conflits entre salariés peuvent générer du stress et générer des violences externes parce que le support client ne sera pas de bonne qualité et donc qu'un client peut se fatiguer avec nous. Les violences externes, la définition, donc on en a parlé un petit peu, elles sont exercées contre un salarié sur son lieu de travail ou sur tout autre lieu dans lequel il est amené à se rendre pour des motifs professionnels par un ou des individus extérieurs à l'entreprise. Clients, usagers, patients. Donc ça, c'est la définition de l'INRS. On utilise un document qui s'appelle « Agression et violence externe », ce qu'il faut retenir sur le site de l'INRS, je vous le recommande. À votre avis, dites-moi dans le chat quels facteurs peuvent favoriser l'émergence de violences externes. Finalement, il y en a énormément. Et donc, c'est important de les avoir en tête quand on est RH ou HSE et qu'on veut prévenir ces agressivités, ces violences externes. C'est important d'avoir ces facteurs qui peuvent donc favoriser l'émergence. Essayez de penser vraiment global. Je pense que vous allez me donner beaucoup de réponses sur l'organisation des équipes. Finalement, il y a pas mal d'autres choses si vous arrivez à répondre à tout ça. Donc, l'environnement de travail, ouais, effectivement, le non-respect des délais. Donc, on va dire qu'on est sur le support client qui est défaillant, la fatigue, le manque de communication, les conditions de travail, rendez-vous non informés, effectivement, le stress, fatigue environnement, fatigue, ouais. Donc là, vous me dites que c'est la fatigue du client ou la fatigue de l'usager qui peut générer des violences externes vis-à-vis de vos salariés. Mauvaise interprétation des échanges, tout à fait. La manque de communication, ouais, effectivement, on ne sait pas toujours communiquer, donc le ton monte et on ne sait pas trop réagir. Les inégalités, ça, Amélie, est-ce que vous pouvez me préciser ça? Si juste... Ouais, l'effet miroir, effectivement, votre salarié est fatigué, il a peut-être un mot de travers et donc en face, on réagit mal et ça le climat s'envenime. Tout à fait. Je laisse encore quelques petites secondes. La charge de travail importante. Frustration ou insatisfaction, ouais, Abdoulaye, effectivement, un usager, un client qui est frustré, potentiellement, ça peut générer des violences externes. Je laisse encore 5-10 secondes sur les facteurs. Ouais, quand on ne sait pas gérer la pression, effectivement. Inégalité ressentie envers des usagers. Ouais, effectivement. Je suis contrôlé par la RATP dans les transports. J'ai l'impression qu'une personne à côté de moi n'a pas été contrôlée. Je vais potentiellement mal réagir. Ouais, les usagers qui sont énervés, sous effet de stup, alcool, et effectivement, pression temporelle. Bon, vous voyez qu'il y a pas mal de choses. Alors, vous m'avez surtout parlé des facteurs qui sont liés à l'organisation du travail, ici. Donc, le service n'est pas conforme aux attentes. Les temps d'attente sont importants. Les procédures administratives sont hyper rigides. Ça, dans l'administration publique, là, on le voit, hein, parfois on est au guichet d'une mairie et on voit des gens qui s'agacent un petit peu parce qu'il faut remplir tel et tel document et finalement, la personne qui est derrière le guichet, elle n'y peut rien, mais elle est victime un peu d'un système qui est très rigide avec énormément de procédures. La désinformation auprès du client, ça c'est important. Parfois, vous appelez votre opérateur téléphonique, vous avez l'impression d'être baladé. Vous avez envie de résilier un contrat, vous avez l'impression d'être baladé. L'incapacité à faire du travail de qualité, ça c'est possible parfois pour vos salariés, incapables parce que la charge de travail est trop importante et donc on n'est pas en mesure de répondre favorablement ou en tout cas de répondre de manière qualitative à l'ensemble des informations qui sont demandées par mes clients, par mes usagers, etc. Le travail isolé aussi, vous n'en avez pas parlé. Si vous êtes en travailleur isolé, vous avez un risque de violence externe qui est beaucoup plus important. Donc, pensez à vos travailleurs isolés quand vous pensez violence externe. Ensuite,
Il y a des facteurs qui sont liés à la nature de l'activité professionnelle. Si je suis gendarme ou policier, forcément, je vais avoir des risques de violence externe qui sont beaucoup plus importants. En urgence hospitalière aussi, malheureusement, on voit, hein, c'est assez triste de constater que quand aujourd'hui on va dans un centre hospitalier, on a des affiches qui parlent d'incivilité, qui disent qu'on ne peut pas filmer un collaborateur de l'hôpital, etc. Et ça génère énormément de stress dans le secteur. Les huissiers, évidemment, on est dans des métiers d'application du contrôle de la loi. Vos vendeurs en magasin, ça, ils sont souvent concernés. Je pense que dans le secteur qui était le secteur de la lingerie, bah, typiquement, en plus, on est dans un secteur qui est, enfin, dans une activité de magasin qui est, où on peut avoir des comportements un peu déviants. Donc, pas facile à gérer pour vos vendeurs. Les employés de banque, on en a parlé un petit peu. Bah, les employés de banque, les gens pensent qu'ils vont avoir plein de billets juste à côté d'eux dans leur coffre, ce qui n'est plus toujours le cas. Et donc, ça va être potentiellement des situations à risque pour les équipes. Ensuite, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas identifiées, c'est les facteurs socio-environnementaux et culturels. Quand il y a de la précarité économique, quand il y a de l'insécurité urbaine, quand il y a un lien social qui est dégradé, bah, il y a un risque d'incivilité qui est beaucoup plus important. Et je pense que ça, vous le constatez. Si vous avez plusieurs sites, vous avez des sites qui sont proches de zones où il y a de la précarité économique, bah, c'est a priori des collaborateurs qui sont plus à risque que des collaborateurs qui sont dans des zones où tout va bien, entre guillemets. Donc, dans votre mapping, dans votre cartographie des risques, il faut bien distinguer. Je sais que moi, dans le transport, il y a des lignes à Paris ou dans le sud, on accompagne nous pas mal d'entreprises de transport. Il y a des lignes de bus qui sont plus à risque que d'autres, je pense. Donc ça, c'est des choses qu'on observe. Donc voilà les facteurs un petit peu de risque des violences externes. Un petit chiffre qui interpelle, 16% des agents du public et 15% des salariés du privé ont été victimes d'injures, de menaces ou de harcèlement moral en 2023. Donc ça, c'est peut-être un chiffre à garder en tête. Voilà pour les définitions, les conséquences individuelles et collectives. Pareil, là, je vais vous faire bosser un petit peu. Est-ce que vous pouvez me dire, peut-être d'abord au niveau individuel, les impacts des violences externes? Si vous avez un salarié qui a été agressé physiquement, verbalement, qu'est-ce que ça peut générer chez lui ou chez elle? Donc, on reste sur l'individuel et après, je vous demanderai sur le collectif. Je vous laisse peut-être une petite minute. Dites-moi, impact sur la santé mentale, confiance, ouais, de l'angoisse, ouais, des insomnies. Effectivement, nous, on a beaucoup de collaborateurs. Ouais, il y a de l'insomnie et donc, effectivement, Annie, des arrêts, des traumatismes importants, altération de l'état psychologique, santé physique, ouais, bien sûr. Peur de venir au travail, ça c'est le pire, hein, probablement. Peur de perte de confiance, anxiété, ouais. Le stress post-traumatique, ouais, effectivement, sur des cas importants. Repli sur soi, ouais, on perd en confiance, on n'a plus envie de venir travailler, et donc la qualité de travail est plus au rendez-vous. On s'isole, ouais, bon, vous avez à peu près tout, hein. Angoisse, stress, refus de se retrouver dans une situation similaire, baisse de performance, burn-out, turnover, etc. Donc ça, c'est bon. On est bon sur l'individuel. Je vous partagerai, il y a peut-être 1 ou 2 points qu'on n'a pas vu là, mais globalement, vous y êtes. Et sur le collectif maintenant, est-ce que vous pouvez me dire, on en a déjà parlé un petit peu, le turnover, c'est un impact collectif. Est-ce que vous en avez d'autres? Donc là, on parle vraiment du point de vue de l'entreprise. Ouais. La peur, c'est peut-être plutôt individuel, Annie. Ouais, retard dans la production, dans les services, le retrait, ouais, effectivement. Donc, droit de retrait, qui dit droit de retrait, dit il faut réorganiser les équipes, donc du stress sur le manager, conflit interne, tout à fait, difficulté à travailler en groupe, perte de chiffre d'affaires, ouais, tout simplement, parce qu'on est moins performant dans des situations à risque, trouble d'organisation, problème interne, ouais, tout à fait. Climat social plus difficile, ambiance collective plus difficile, ouais. Ok, bon, on est à peu près bon. Sur l'individuel, ce que nous, on a dit, en gros, c'est stress, anxiété, angoisse, démotivation, harcèlement moral, perte de confiance en soi. Ça, vous le savez, on l'a dit. Et sur le collectif, absentéisme, turnover, vous n'en avez pas parlé, ça aussi, mais si votre secteur est impacté
votre métier impacté, c'est plus difficile à recruter. Je pense que pour celles et ceux qui sont dans le secteur du transport là parmi nous, c'est peut-être une question que posent les candidats. Comment ça se passe avec le client? Est-ce que les clients sont plutôt sympas ou est-ce que je vais devoir gérer au quotidien des clients difficiles, des usagers difficiles, etc. La productivité, on en a parlé. La qualité, on en a parlé. Et peut-être ça, on n'en a pas parlé, c'est l'atteinte de l'image de l'entreprise. Si on ne sait pas gérer ces violences externes, c'est toute l'image de l'entreprise qui est dégradée. Donc ça, c'est difficile parfois à gérer. Et si vos salariés en plus réagissent mal, donc on a nous des cas dans certains secteurs où on a un salarié qui réagit mal et qui est parfois limite à l'origine du conflit et des violences externes, bah pareil, là, ça dégrade complètement l'image de l'entreprise. Donc, c'est pas l'objectif. C'est pour ça qu'il faut apprendre aux salariés à réagir en cas d'incivilité, apprendre à calmer la situation, apprendre à prendre du recul, apprendre à aller appeler les bonnes personnes, interpeller les bonnes personnes, etc. Hop. Est-ce que vous pouvez me dire, à votre avis, combien il y a de salariés qui déclarent vivre des situations de tension avec le public? Un chiffre, dites-moi à peu près un pourcentage. 75. 75, c'est peut-être un peu beaucoup, Caroline. Heureusement, on n'est pas à ce niveau-là, mais c'est beaucoup, Annie. C'est beaucoup trop. 45, 60, ouais, on est quand même sur des taux élevés. 15% Abdoulaye. Donc, vous êtes quand même sur des estimations plus basses. Ouais, 10% Marie. Ok. Parce qu'effectivement, c'est un peu inégalitaire, hein, parce que si vous ne faites pas affaire à des clients et des usagers, finalement, vous ne pouvez pas avoir de risque de violence externe. Donc, on n'est pas tous concernés. Donc, un salarié sur 4, donc 25%, donc un salarié sur 4 en contact avec le public vit des situations de tension avec le public. Donc là, on isole ceux qui ne sont pas en contact avec du public et 25% qui sont en contact avec ce public vit des situations de tension donc régulières. Et donc ça, c'est la DARES, donc le ministère du Travail qui nous dit ça. Hop. À votre avis, combien il y a de salariés qui déclarent se sentir souvent ou parfois en insécurité face au public sur leur lieu de travail? Pareil, si vous pouvez me donner un petit pourcentage, et on va vous montrer les chiffres qui sont issus de 2024, je crois, donc assez récents. 12%, 10%, 30%, 30% Cécile, 20%, bon, on est entre 50%. Peut-être que le ressenti est plus élevé que la réalité, effectivement. 75% carrément, ouais. Ok. Alors, donc dans le secteur privé, 14% des salariés qui se déclarent se sentir souvent ou parfois en insécurité sur leur lieu de travail. Dans la fonction publique, c'est beaucoup plus élevé. 26% des agents de la fonction publique déclarent se sentir souvent ou de temps en temps en insécurité au travail en 2023. Donc, s'il y a des personnes qui travaillent dans la fonction publique parmi nous, c'est très, très important d'agir sur ces sujets. Et dans le secteur privé, finalement, on n'est pas tous lotis de la même enseigne. Vous avez vu que dans tout ce qui est enseigne, grands magasins, grande distribution, secteur du transport, vous êtes beaucoup plus à risque parce que vous faites face à des usagers, à du public en permanence. Donc voilà, ça c'est quelques chiffres. Vous en avez d'autres ici. Mais en gros, je ne vais pas vous noyer de chiffres aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif. Quatrième partie, on va voir comment prévenir les incivilités clients-usagers. Donc là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Je vais essayer de vous donner un maximum de conseils. Alors, je vais aller assez vite sur chaque conseil, mais ça doit vous donner voilà, des pistes d'action en interne pour travailler sur ces sujets. La première étape, ça, je pense que c'est déjà des choses que vous faites, mais ce qui est indispensable, c'est d'inciter les collaborateurs à remonter les incivilités. Si on ne sait pas, si on les voit pas, si on ne les a pas caractérisées, on ne va pas pouvoir travailler sur ce sujet. Donc, premier point, c'est mettre en place un dispositif de signalement des actes de violence. Ça, ce n'est pas des choses qu'un organisme de formation va faire pour vous, c'est vraiment des choses à faire en interne. Donc, il faut les prendre en charge sur le plan administratif, potentiellement quand il y a des accidents du travail. Il faut les prendre en charge chez les incivilités
sur le plan médico-psychologique, est-ce que la personne a besoin d'un accompagnement ou pas? On a parlé du stress post-traumatique, de tous les impacts que les incivilités et les agressivités peuvent avoir. Et il faut les analyser à des fins de prévention. Est-ce que ce genre d'incivilité, ce genre d'agressivité, est-ce qu'on peut les éviter en mettant en place telles et telles actions? Là, je vous ai mis un exemple de procédure d'urgence d'un de nos clients en cas de violence externe. Donc, c'est un document qu'ils partagent avec leurs salariés. Il y a 6 étapes: se mettre en sécurité, alerter les secours, porter assistance aux personnes en danger, préserver les preuves, informer la hiérarchie et accompagner les victimes. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire vous, en interne, de construire. Ça doit être adapté à votre métier. Évidemment, ce n'est pas la même chose si je suis chauffeur de bus que si je suis vendeuse dans un magasin de lingerie, par exemple, évidemment. Mais il y a toujours les grands principes qui reviennent. On se met en sécurité d'abord. On alerte des secours quand on sent que la situation est difficile. On préserve des preuves. On informe sa hiérarchie, son manager, RH, etc. Et on accompagne les victimes. Et effectivement, dans certaines entreprises, il peut y avoir un registre des dangers graves et imminents. L'étape numéro 2, c'est de caractériser et d'estimer les risques. Donc là, c'est d'être capable de définir, de déterminer les risques auxquels l'entreprise est confrontée. Donc ça, on en a parlé un petit peu en fonction de votre secteur, de votre lieu d'activité, de vos métiers, de l'actualité. On peut avoir des risques divers et variés. Donc déjà, ces risques peuvent être différents. Il peut y avoir la petite incivilité du quotidien, mais qui crée quand même du stress chez les équipes. Il peut y avoir des menaces, des injures, des agressions physiques, etc. Et finalement, on ne traite pas de la même manière des agressions physiques de l'incivilité du quotidien. Quels postes sont concernés chez vous? On a parlé par exemple des travailleurs isolés, qui est en face à du public, face à des fournisseurs, face à des clients difficiles. Est-ce qu'on met des collaborateurs tout récemment arrivés dans des situations difficiles? Ou est-ce qu'au contraire, on met des personnes qui ont un certain niveau d'ancienneté dans des contextes plus difficiles? Ça, c'est à vous de définir ce genre de choses. Et dans quel contexte se manifestent plus volontiers des incivilités? Est-ce que c'est le travail isolé? Est-ce que c'est le service après-vente? Ça, on travaille beaucoup avec des services après-vente qui font face, alors plutôt au téléphone, à des clients mécontents, et donc ça crée beaucoup de stress dans les équipes. Le service au guichet, évidemment, ça, c'est des sujets qui reviennent beaucoup, enfin des contextes qui reviennent beaucoup. L'étape numéro 3, on va analyser les situations et on va identifier les facteurs de risque. Donc, l'idée, c'est de comprendre très précisément les circonstances, les conditions et les facteurs de violence. Là, l'idée, c'est de partir de l'existant et de comprendre les circonstances. Quand est-ce que l'agression a eu lieu? Quelle était la configuration du lieu de travail, des espaces? Est-ce qu'il y a eu de la sécurisation, etc. Là, on peut utiliser, comme le disait Abdoulaye, les caméras de surveillance, notamment. Dans le cas de violence de clients, on va chercher à comprendre les causes pour améliorer les processus de gestion client, l'organisation du travail, pour limiter les sources de mécontentement. On en a parlé. Rien ne justifie qu'un client insulte un collaborateur, évidemment, mais si ça arrive régulièrement, on peut se dire qu'est-ce que nous, on peut corriger en interne pour que les collaborateurs soient globalement plus satisfaits de la prestation et qu'on évite ce genre de dérapage verbaux. Donc là, il y a vraiment un travail interne à faire sur la gestion client, l'organisation du travail pour limiter les sources de mécontentement. L'importance de la transparence de l'information. Le pire pour un client et un usager, c'est d'avoir l'impression d'avoir un traitement inégalitaire ou un traitement qui n'est pas juste ou un traitement qui n'est pas clair, etc. Donc là, c'est plutôt de l'interne pour travailler sur le process, l'organisation. L'étape numéro 4, c'est de mettre en œuvre un plan d'action avec des mesures de dissuasion. On pense notamment à la vidéosurveillance, évidemment. Des mesures de protection et de sécurisation des salariés, des locaux et des espaces de travail. Vous pouvez potentiellement réorganiser des lieux d'accueil du public. Vous pouvez avoir du personnel de sécurité. On en voit de plus en plus, malheureusement, on peut dire, notamment dans certains magasins. Ça va pouvoir décharger la responsabilité qui est parfois difficile pour un collaborateur puisqu'il n'a pas été formé pour ça. Si vous avez du personnel de sécurité, ça simplifie quand même les choses. Maintenant, c'est un coût, donc c'est parfois difficile à vendre à votre direction.
Protection et sécurisation des salariés, on voit dans les guichets de plus en plus, vous n'êtes plus en contact direct avec la personne qui est derrière le guichet. Vous avez, post-Covid notamment, beaucoup de vitres qui séparent. Ça, c'est une mesure de protection et de sécurisation des salariés. Ensuite, il faut former aux incivilités pour savoir réagir. Il faut apprendre absolument à vos collaborateurs à réagir en cas de tension pour éviter les conflits. Former à l'accueil aussi des clients. Vous avez certains collaborateurs parfois qui ne savent pas accueillir des clients et ça peut générer des tensions. Donc, former à la gestion des conflits, former aux incivilités, former potentiellement vos managers à cette thématique si elle revient beaucoup pour s'assurer qu'ils soient pleinement conscients de ces risques-là et qu'ils soient en capacité d'adapter l'organisation de leur équipe, leur management pour éviter ces situations de tension. Et puis ensuite, ce qui peut être mis en place dans le programme, c'est ce que font beaucoup d'entreprises, notamment, je vous parlais des CHU, c'est de la communication à destination du public, des campagnes d'affichage qui expliquent que si on agresse une infirmière à l'hôpital, on fait face à un risque d'amende et qu'il y a de la vidéosurveillance, etc. Donc, de plus en plus, ça, on l'a même dans le transport aussi, on a des campagnes d'affichage. Ça ne permet pas d'éviter tous les risques, mais ça permettra peut-être d'éviter un petit pourcentage d'incivilité et d'agression. Et donc, c'est déjà globalement positif. Là, je vous ai mis des exemples de formation et de sensibilisation qu'on propose. Alors, le plus clair, évidemment, c'est celui-ci sur la gestion des incivilités. Nous, on a des formations d'une demi-journée ou d'une journée qu'on anime beaucoup dans le secteur du transport, qu'on anime beaucoup dans le secteur du BTP aussi, parce qu'on a des salariés du BTP qui sont parfois embêtés par des passants, en fait, des personnes qui habitent pas loin des chantiers, dans le secteur du sanitaire et social, évidemment, et dans le secteur du commerce de détail ou de la grande distribution. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est aider vos collaborateurs, former vos collaborateurs à bien communiquer, donc maîtriser la communication bienveillante, apprendre aux équipes à gérer des conflits, apprendre aux managers à gérer des conflits, parce qu'on a vu que les incivilités peuvent générer des conflits en interne. Et après, vous pouvez faire des choses sur plutôt de la gestion du stress ici ou des choses pour évacuer les tensions, voire même des formations carrément sur les risques psychosociaux ici. Donc finalement, vous avez un spectre assez large. Le plus clair, c'est à droite les incivilités, mais on peut globalement, comme on a vu que les incivilités génèrent du stress, des violences externes et de la désorganisation, on peut se dire finalement, on va aller sensibiliser ou former différents publics et peut-être pas directement sur les incivilités, mais peut-être sur des choses qui sont liées, qui sont annexes. Donc ça, c'est des ateliers qu'on propose. Donc évidemment, si besoin de mettre en place ce genre de choses, vous nous dites et on sera ravis de vous proposer tout ça. Nous, on propose de la communication aussi. Vous voyez là des livrets pédagogiques sur les incivilités, sur la gestion des conflits, etc. Ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes à distribuer auprès de vos équipes. Sans oublier l'organisation du travail. Donc, c'est ce que je vous disais un petit peu. Quand on parle incivilité, il faut apprendre, il faut équiper vos collaborateurs, leur expliquer comment réagir, leur apprendre à réagir. Mais il faut aussi revoir un petit peu son organisation du travail pour se dire comment est-ce qu'on peut éviter ces incivilités. Donc, ça veut dire travailler sur la relation de service. Comment est-ce qu'on gère les flux? Comment est-ce qu'on améliore notre suivi clientèle? Comment est-ce qu'on améliore notre suivi de réclamation, par exemple, etc. Ça veut dire aussi une politique contractuelle claire et responsable vis-à-vis des clients. Ça veut dire une relation loyale, transparente, qualité de l'information, des moyens suffisants. Si vous avez des effectifs insuffisants, forcément, vous allez avoir du travail de mauvaise qualité. Et donc, ça va être répercuté sur le client ou l'usager qui va être déçu et donc qui va potentiellement réagir mal avec un de vos collaborateurs. Et donc là, on rentre dans le cercle vicieux des incivilités et des agressions. Et puis après, globalement, sur les modes de fonctionnement pour éviter les incivilités, les agressivités, l'agressivité client-usager, on va éviter le travail isolé quand c'est possible.
On va favoriser la rotation du personnel, notamment sur des sites à risque. On va essayer de donner des informations précises aux salariés pour qu'ils puissent anticiper les questions. Parfois, vos salariés ne savent pas répondre à des questions de clients et d'usagers et c'est ça qui génère des frustrations. On va prévoir des effectifs suffisants, on en a parlé, et on va sensibiliser, ça on l'a dit, les usagers sur le problème de violence externe. Campagne d'affichage, dépliant d'information, donc là plutôt à destination des usagers de votre service. Finalement, tout ça, là, c'est plutôt du job de la direction, RH, manager, etc. Donc, on peut travailler en amont, en prévention, pour éviter de générer des conflits et des incivilités. Je voulais finir sur la partie comment est-ce qu'on réagit face aux incivilités. Donc, je vous ai détaillé un peu le rôle de chacun et je vais vous montrer un petit extrait d'exemples, d'exercices qu'on propose sur les incivilités. Donc, comment l'employeur doit réagir? Il y a une procédure à suivre. On doit alerter les secours médicaux. On doit apprécier la capacité du salarié à poursuivre ou non son activité. On doit proposer au salarié de bénéficier d'un soutien, assistance sociale, accompagnement psy si nécessaire, médecin du travail. On doit rédiger une fiche d'agression. On doit déclarer l'agression dans les 48 heures auprès de la CPAM. Et on doit informer le salarié de la procédure judiciaire si besoin. Est-ce que vous allez attaquer la personne qui est à l'origine de l'agression? En termes d'accompagnement et de prise en charge, il y a une prise en charge médico-psychologique, médico-sociale aussi. On va déclarer l'accident de travail. On va accompagner le salarié dans les démarches judiciaires et on accompagne socialement et professionnellement le salarié. Il faut le soutenir. Il faut que la personne sente du soutien de la part de sa hiérarchie, de ses collègues, etc. Ça, c'est assez classique. Je pense que c'est des choses que vous connaissez. Le manager, il a un rôle important, évidemment, puisqu'il doit organiser un débriefing individuel et ou collectif, d'ailleurs, pour se dire comment collectivement, en équipe, on réagit mieux. On doit apporter écoute et soutien à la victime, aux salariés victimes. On doit communiquer, mener une réflexion collective pour prévenir le risque d'agression. Ça, on en a parlé un petit peu. Participer à la recherche et à la mise en œuvre d'une solution avec les autres acteurs, évidemment. Et puis, rappeler l'existence aux salariés du dispositif d'écoute psychologique. Le salarié et ses collègues. On doit apprendre à réagir face à un client agressif. Et donc là, c'est tout un tas de conseils qu'on donne en formation. Garder ses distances, être à l'écoute, laisser parler la personne en face, faire preuve d'humilité, rester calme et poli, reposer des questions pour bien cerner le problème, reformuler pour s'assurer d'avoir bien compris, essayer de résoudre le problème si la personne se calme et sinon revenir vers elle le temps de trouver une solution, faire appel à un responsable, etc., etc. Ça, c'est les grands conseils qu'on donne aux salariés. Les autres acteurs, vous avez l'agent de sécurité qui peut être concerné, le registre santé et sécurité au travail, le service santé au travail et le service RH qui vont être concernés par ce genre de cas et d'incivilité. Ce que je voulais vous partager, c'est les outils qu'on propose, les méthodes qui existent pour gérer l'agressivité. Ça, n'hésitez pas, si vous en avez besoin, je peux vous les partager aussi. Et évidemment, on peut les animer chez vous si c'est pertinent. Premier outil, c'est le Dutch Test for Conflict Handling. Donc, vous allez voir, c'est un outil qui est assez intéressant, qui s'appuie sur des bases théoriques, on va dire scientifiquement prouvées, pour évaluer son style de gestion des conflits. Donc, ça peut être intéressant de se dire, tiens, moi, je suis plutôt du genre à éviter. Qu'est-ce que je dois faire concrètement pour ne pas éviter un conflit, mais apprendre à le gérer de manière professionnelle? Donc, il y a 5 styles de gestion des conflits entre, en gros, la coopération et l'évitement. Il y a des gens qui vont éviter, il y a des gens qui vont imposer, il y a d'autres qui vont rechercher le compromis, d'autres qui vont chercher la résolution de problèmes et d'autres qui vont tout simplement céder. Et en fait, la matrice, c'est le souci de l'autre ici. Plus on est à droite et plus on se soucie de l'autre, et le souci de soi ici. Donc, plus on est en haut et plus on se soucie de soi. Si je me soucie de moi, mais pas de l'autre, je vais vouloir imposer. Là, j'impose, donc je gagne et toi, tu perds. Et là, ça peut créer des tensions et des incivilités. Si j'évite le conflit parce que je me soucie de l'autre, mais pas de moi, je vais tendance à fuir le conflit. Et là, je vais
on va éviter les situations conflictuelles et on va avoir aucun gagnant. Vous l'avez compris, l'idéal, c'est de travailler là-dessus. C'est comment est-ce que je fais en sorte de, moi, je gagne salarié et toi, tu gagnes client ou usager. Donc, on va rechercher activement des solutions gagnant-gagnant. Donc, l'idéal, là, dans cette grille, c'est la personne qui est plutôt orientée résolution de problèmes, problem solving. Donc, on fait, pendant nos formations, des exercices, des petits cas concrets pour se dire comment est-ce qu'on peut travailler sur la résolution de problèmes. Vous voyez que là, le compromis n'est pas forcément la situation idéale parce que tout le monde perd un petit peu. Alors, c'est intéressant, c'est mieux que d'éviter ou d'imposer, mais ce n'est pas forcément toujours l'idéal puisqu'on fait des concessions réciproques. L'outil numéro 2, vous le connaissez, je pense, c'est l'écoute active. L'écoute active, c'est assez simple, c'est de se dire dans un conflit, on cherche tous à être compris avant de chercher à comprendre. Et donc, l'écoute active, pour vos collaborateurs, ça va permettre de réduire les malentendus, de faire émerger des besoins derrière des positions un peu de principe, de restaurer un climat de respect et de désamorcer une escalade émotionnelle. Donc là, il y a plein d'exercices qui existent dans l'écoute active en communication bienveillante, etc., qui sont super intéressants et que je vous recommande vraiment. L'outil numéro 3 qu'on aime bien, c'est un outil qui a été inventé par des chercheurs américains en psychologie. C'est la pause réflexive STOP. Donc, STOP, c'est un acronyme qui veut dire S, donc stop. T, c'est take a step back, donc prendre du recul. O, c'est observer. Et P, c'est proceed, donc poursuivre en pleine conscience, entre guillemets. Donc, quand on a un cas d'incivilité ou d'agression, plutôt que de réagir du tac au tac, ce qui est probablement la pire des réponses qu'on peut avoir, on va d'abord interrompre le pilotage automatique, c'est-à-dire se dire la petite voix qui me dit qu'il faut que je réagisse absolument, on va la suspendre et on va suspendre l'action immédiate. On va prendre un tout petit peu de recul rapidement et là, il y a un travail par exemple de respiration, de concentration qui est super intéressant pour se détendre, se calmer et observer ensuite la situation. Si on prend conscience de ce qui se passe, on observe ses pensées, ses émotions, on ne juge pas, on observe la situation. Donc, on prend du recul pour être le plus objectif possible. Et ensuite, P, on proceed, donc on poursuit en pleine conscience. On va choisir la réponse plutôt que de réagir tout de suite. Donc, on va agir de manière intentionnelle et en cohérence avec ses objectifs. Ça, finalement, ça peut être très rapide. Hein. La pause stop, ça peut prendre 30 secondes, mais c'est important d'expliquer à vos collaborateurs, d'apprendre à réagir, de jamais réagir à chaud et de toujours prendre le temps d'une toute petite réflexion, prendre le temps d'agir de manière intentionnelle, on l'a dit, pour observer la situation, analyser la situation de manière la plus objective possible. Dernier outil, c'est la communication. Non, je crois que j'en ai encore un petit peu. La communication assertive. L'idée pour éviter les conflits, vous l'avez compris, éviter les incivilités, c'est pas de dire oui à tout ce que vous demandent les usagers et les clients ou les fournisseurs. En situation de désaccord, il peut être tentant de se taire ou de répondre du tac au tac parce qu'on se dit on va éviter ce conflit. Mais apprendre à dire non sans froisser, c'est une vraie qualité. Et finalement, c'est quasiment un métier. Et donc ça, on a aussi, nous, des formations là-dessus sur la communication assertive, puisque cette formation, cette communication, c'est vraiment une compétence clé pour désamorcer des tensions et pour prévenir les débordements. Donc la communication assertive, c'est le droit de dire « je ne sais pas », le droit de ne pas avoir à justifier, le droit de dire « je ne comprends pas », le droit d'être traité avec respect, le droit de dire non sans culpabilité, le droit de faire des erreurs, évidemment, et d'en assumer la responsabilité, le droit de changer d'avis et le droit de dire « je n'en ai pas envie ». Donc, ces droits assertifs fondamentaux. Ça, c'est un outil qui est assez intéressant. Et alors, dernier outil, c'est la méthode DES que vous connaissez sûrement. La méthode DES, ça ressemble un peu à ce qu'on a dit sur STOP. C'est juste des acronymes simples à retenir. D, décrire les faits. E, exprimer ses émotions. S, spécifier des solutions. Et C, conclure positivement. J'ai été agressé verbalement par un collaborateur, par un usager. Je vais décrire les faits. Je vais exprimer mes émotions en utilisant le jeu,
et pas le tu ou le nous qui intègre directement l'autre partie. Je vais essayer de spécifier des solutions, donc proposer une alternative concrète, réaliste, respectueuse, et je vais essayer de conclure positivement en exprimant les effets positifs qui sont attendus, par exemple si la situation est adoptée. C'est des choses qui sont très théoriques aujourd'hui avec vous, mais l'idée évidemment de nos ateliers ou des choses que vous pouvez faire vous en interne, c'est de prendre des cas très concrets, de partir d'incivilité que vous avez vécue ou d'agressivité que vous avez vécue et de se dire comment est-ce que, en utilisant la méthode DESC, en utilisant la communication assertive, en utilisant la post-stop, je peux apprendre à un collaborateur à mieux réagir. Voilà un petit peu pour les outils. Peut-être pour conclure, juste pour vous dire que nous, c'est un sujet sur lequel on accompagne énormément de profils d'entreprise, que ce soit grande distribution, santé, action sociale, le tourisme, la culture, le secteur de l'énergie aussi, enfin voilà, tout le secteur du transport, bien sûr. Donc, c'est des sujets sur lesquels on nous interpelle beaucoup et c'est un sujet qu'on aime vraiment animer parce qu'on voit l'impact au quotidien sur les équipes. Et donc, avant de vous laisser et peut-être de vous laisser poser quelques questions aussi, je voulais vous partager notre livre blanc. Je vais vous le mettre dans le chat. Hop. Donc, on a fait un beau livre blanc sur les incivilités. Donc, ça reprend un peu du webinaire et c'est un peu plus complet que le webinaire. Hop. Alors, je vous laisse peut-être me poser des questions. Alors, sur les incivilités, Mariotte, c'est une bonne question. Je vais regarder la définition exacte. Je ne saurais pas vous répondre là exactement maintenant. Donc, ça, c'est le lien vers le livre blanc que je vous ai mis dans le chat. N'hésitez pas dans le chat aussi à me dire ce que vous avez pensé du webinaire, si vous avez des questions, s'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, s'il y a d'autres thématiques que vous voudriez voir. Est-ce que ça répond un petit peu à ce que vous cherchiez? Est-ce que vous avez envie de mettre en place, vous aussi, des actions pour vos collaborateurs sur ce sujet des incivilités? Dites-moi. Dites-moi, on a encore 10 minutes, donc je reste avec vous, avec plaisir. Je vais arrêter l'enregistrement.